Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. L'affaire Liana et Darmanin. Mensonges, violence et manipulation. Darmanin, démission. Xavier Moreau, l'interview exclusive. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Yann Penaud, Alrythme, ma chère Fernande Richter, Alain Vialat, Corinne Verneuil, Pascal Béard, Philippe Bohen et Stini Karls. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire ? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Darmanin, communication sur l'affaire Liana. J'ai pensé que cette défaillance, ici, ne tenait pas aux instructions que le ministère de la Justice a données, estime Gérald Darmanin, interrogé sur son éventuelle démission après le scandale judiciaire né avec la mort de Liana. A-t-on jamais vu un macronard démissionner même après les pires scandales ? Et pour cause, si un macronard démissionne, effet domino garanti, ils doivent tous démissionner. Alors il s'accroche et tente par tous les moyens de gagner du temps. On y reviendra. Mais intéressons-nous au cas Darmanin. Macron l'a choisi ministre de la Justice. Darmanin, ministre de la Justice, c'est un peu comme s'il avait nommé Marc Dutroux ministre de la Jeunesse et des Sports. Oui, reprenons les ennuis de Darmanin avec la justice et la vérité. Darmanin, ministre de la Justice, c'est donc une provocation d'Emmanuel Macron. Il a été accusé en effet de corruption sexuelle, abus de faiblesse sur ses administrés lorsqu'il était maire de Tourcoing. Il leur promettait un emploi ou un logement à Tourcoing contre des faveurs sexuelles. Autre affaire qui avait fait grand bruit, c'est son procès contre Sophie Parteson-Spatz. En 2009, il y a eu un échange sexuel contre l'effacement du casier judiciaire de Sophie Patterson. Le harcèlement de Darmanin éprouvé par les SMS de Sophie Patterson. Et pourtant, la justice prononce un non-lieu. Un petit détail croustillant dans l'affaire Sophie Patterson. Le Gérard, pour draguer sa petite chatte Sophie, eh bien, il ne l'a pas emmenée chez Chartier comme dans la chanson de Fernandel, mais à la Chandelle, un club échangiste très connu. La classe, Gérard. Affaire PSG 2017. À l'époque, Darmanin était ministre de l'Action et des Comptes Publics, ministre du Budget, donc. Il est accusé de complicité de fraude fiscale. Darmanin serait intervenu pour aider le PSG à frauder le fisc entre 67 et 224 millions d'euros lors du transfert de Neymar. Un cadeau au Qatar au détriment du trésor public. Rétro-commission ? Affaire en cours. Cela traîne. La justice n'est pas très rapide sur ce dossier. Mais en même temps, Darmanin est ministre de la Justice. Et encore, je n'évoque que les affaires les plus célèbres. Ça n'en finit plus avec le Gérard. Et si on devait également rappeler tous les mensonges du Darmanin, on n'en finirait pas. Malgré tout, 2 mensonges sont restés fameux. Après des fiascos historiques. Darmanin, ministre de l'Intérieur 2022, Arsenal Real de Madrid au Stade de France. Darmanin a déclaré publiquement qu'il y avait 30 000 à 40 000 supporters anglais avec de faux billets ou sans billets, responsables d'une fraude massive et de violence. Il a parlé de hooliganisme anglais. Et il a proféré ce bobard en direct à la télévision, devant des millions de Français. Et il a même tenté une Colin Powell. Il tenait ce fameux faux ticket pour le match Arsenal-Real de Madrid. Et pendant ce temps, dans le monde entier, les télévisions passaient des images de déferlement de délinquants de cité, dépouillant des pères de famille espagnols ou anglais. Vous pensez qu'après un tel mensonge, une crise diplomatique et la colère des fans anglais. Darmanin a fini par s'excuser, mais 3 ans plus tard, le mensonge a tenu 3 ans.
Et il a reconnu que c'était bien des délinquants de cité. Darmanin a récidivé avec Kevin et Matteo lors des émeutes de 2023. Ces deux affaires ont montré d'abord son incompétence, ses mensonges, et ce qui est le plus inadmissible, c'est la façon dont il se défausse sur les victimes de sa responsabilité accablante. Darmanin, N-A-I-N, n'est vraiment pas à la hauteur. C'est un principe de défense des macronards. Ils n'assument jamais leurs responsabilités. Ils rejettent toujours leurs fautes sur des boucs émissaires. Dans ces deux affaires, les émeutes ou le match Real de Madrid-Arsenal, ce sont les victimes qui deviennent les coupables. Ignobles, un peu comme le petit bonhomme. Affaire Liana, Darmanin, ministre de la Justice. Et une fois de plus, il se défausse sur les magistrats tout en étant à la tête de l'institution. Il y a plus de 70 000 dossiers d'affaires sexuelles sur mineurs en attente. Oui, Darmanin ministre, c'est déjà un scandale en soi. Darmanin nous rejoue l'éternelle farce, ce n'est pas moi, ce sont les magistrats. Darmanin menteur? La réponse, vous la connaissez, la réponse est oui. Meurtre de Liana, un rapport de l'inspection détaillait dès 2022 les manquements que Darmanin feint de découvrir. Le ministre de la Justice annonce vouloir faire toute la lumière sur les erreurs qui ont conduit à l'affaire Liana. Mais bon nombre de défaillances qui plombent les enquêtes sur les criminels sur enfants sont documentées depuis des années dans un rapport confidentiel que Mediapart s'est procuré. Ces Darmanin, ces Dupont-Maserati nous ont pris pour des abrutis pendant des années. Oui, parce que cela fait des années que la réinformation alerte sur ce phénomène épouvantable. 70 000 dossiers. 70 000 plaintes, c'est quand même un chiffre énorme. À aucun moment, ils ont véritablement cherché à suivre les consignes qui ont été données. Moi, j'entends les procureurs généraux qui lui disent bien entendu, monsieur le ministre, qu'on suit vos demandes. Je ne les vois pas dire autre chose. Il y a 70 000 plaintes qui touchent les mineurs en France. Et on parle seulement le jour où une jeune fille se fait assassiner. C'est un énorme problème. Et cela signifie donc qu'il y aurait 70 000 criminels sur enfants potentiels qui sont dans la nature. Les agressions sur enfants, c'est 3% de condamnation à la fin. 97% de ceux qui commettent ces actes ne sont pas condamnés et sont dans la nature. Il faut imaginer un système de complicité à tous les étages. Lorsqu'on essayait d'alerter sur ces phénomènes, on trouvait devant nous les fact-checkers. Le film, par exemple, Sound of Freedom, a été qualifié de film complotiste. Quand on alertait sur le phénomène des criminels sexuels sur enfants, les rudis et autres fact-checkers nous qualifiaient donc de complots. En France, Epstein a pu commettre ces monstruosités pendant des années en toute tranquillité, affaire enterrée par la justice. Lorsqu'on a essayé d'alerter sur le sujet, les fact-checkers nous ont qualifiés de complots. Vous vous en souvenez ? 70 000 plaintes pour agressions sexuelles sur mineurs, 97% sont classées sans suite, seulement 3% de condamnation. Oui, qui sont les complots? Qui organise cette impunité? Car quelqu'un a des nouvelles de cette affaire? Ou de celle-là, scandale du périscolaire à Paris, il le savait. Ou celui-là? Gérard Miller a été autorisé à partir 5 jours à Venise malgré son contrôle judiciaire, la dérogation accordée à l'élite de gauche. Remarquez un détail qui a son importance. Tout le monde était au courant. Oui, tout le monde était au courant pour Olivier Duhamel, Jacques E, Gérard Miller, Patrick Poivre d'Avor ou Patrick Bruel. Tout le monde savait, mais tout le monde était complice. Sur France Info, j'ai beaucoup eu ce message qui dit que Patrick Bruel n'avait pas besoin d'agresser puisqu'il avait des hordes de femmes qui l'attendent partout. Ça, c'est un cliché qui a la dent dure, souligne Marine Turchi, journaliste à Mediapart. C'est tout à fait juste, l'un n'empêche pas l'autre, mais cela mérite quelques éclaircissements. Il faut dire que les féministes ont tendance à m'agacer parce qu'elles refusent de voir la bassesse de l'âme humaine quand il s'agit des femmes. Les chanteurs, vous le savez, sont des sex symboles. Pas besoin d'en faire la démonstration, c'est suffisamment documenté.
Et certaines femmes sont prêtes à tout pour se retrouver dans leur lit. Là encore, c'est documenté. La conséquence, ces célébrités sombrent souvent dans l'alcool, les stupéfiants et l'addiction sexuelle. Il y a eu de très nombreux ouvrages à ce sujet. Remarquez que cela n'excuse pas du tout Patrick Bruel, qui, en plus avec l'âge, est devenu un prédateur et semble considérer toutes les femmes comme des jouets sexuels. Il aurait dû être arrêté depuis fort longtemps. C'est ce qu'on appelle la rançon du succès. Il n'a pas l'intention de se laisser faire. Patrick Bruel a été placé en garde à vue. 2 nouvelles plaintes contre lui. Que la justice soit faite. En France, ces prédateurs bénéficient d'une totale impunité et donc d'une complicité au plus haut niveau. C'est factuel. Panique dans la Macronie, on sort l'artillerie lourde, la Braun-Pivet. Thibault Martinez, j'ai décidé, à la place qui est la mienne, de saisir le Conseil d'État sur la proposition de loi intégrale pour avoir un avis juridique sur ces propositions, pour que, lorsque le gouvernement estimera nécessaire d'inscrire ce texte, que le Parlement soit pleinement prêt à légiférer. Nous sommes prêts, nous sommes là, et nous ne nous tairons plus. Je vous remercie. Nous sommes prêts, nous sommes là et nous ne tairons plus. Nous ne nous tairons plus. Un mois plus tôt, Yael Braun-Pivet s'est opposée frontalement à la création d'une commission d'enquête parlementaire sur le volet français de l'affaire Epstein. Quel foutage de gueule insupportable. Eh oui, c'est toujours la même stratégie, gagner du temps avec le Conseil d'État ou autre comité Théodule, afin qu'une autre grosse information chasse le dossier criminel sur enfants. On a l'habitude. Darmanin reprend à son compte, je vous l'avais montré hier, les reproches qu'on lui fait, et veut maintenant manifester. Rassemblement pour Liana, si j'étais un citoyen et pas ministre, je serais certainement en train de manifester aussi. À vous, Gérald Darmanin. Darmanin manifestant contre le ministre de la Justice Darmanin. Intéressant. Et la manifestation qui interdite la place Vendôme. Une foule immense veut manifester, mais la place Vendôme est bloquée par les forces de l'ordre. Laissez-nous passer. Et alors, Darmanin, tu ne vas pas manifester? C'est en bas de chez toi? Dans le Gers, Laurent Condelon, de la coordination rurale, a mis un bandeau sur la justice. Affaire Liana devant le tribunal d'Auch, Lionel Candelon, membre de la coordination rurale et président de la chambre d'agriculture du Gers, masque les yeux de la statue de la déesse grecque de la justice. D'ailleurs, je voudrais corriger une erreur que l'on entend sur les plateaux de télévision. La justice a suffisamment de moyens, c'est juste que la Macronie privatise ses moyens pour réprimer les opposants. C'est entièrement faux. C'est la justice n'a pas suffisamment de moyens et la Macronie prend le peu qui reste pour réprimer ses opposants. C'est d'ailleurs la raison de l'écroulement de notre justice. Des 6 catholiques ont été placés en garde à vue pour avoir prié devant l'église Saint-Laurent à Paris afin de protester contre la représentation de la militante LGTB Barbara Butch dans l'édifice religieux. Je ne sais pas si on se rend bien compte, des catholiques ont été arrêtés parce qu'ils priaient devant une église. Des centaines de policiers ont été réquisitionnés pour ces 6 chrétiens, qui sont donc passés en garde à vue après la nuit blanche. Les 6 militants catholiques interpellés samedi soir ont été libérés. Ils sont restés près de 48 heures en garde à vue. Il faut comprendre, la police et la justice sont débordés. On voit, oui. Et pendant ce temps, 70 000 plaintes contre des prédateurs sexuels. Et attention, cela risque de s'aggraver avec Aurore Berger. Aurore Berger présente son nouveau texte orwellien contre les crimes de la pensée. Son objectif, que beaucoup plus d'affaires de délits d'opinion puissent être judiciarisées.
sic au moment où les tribunaux sont saturés et enterrent les affaires de criminels. Remarquez le titre orwellien. Ce texte enverra un signal de concorde, oui, surtout de répression. Les objectifs du liberticide projet de loi Horreur-Berger. Étendre les possibilités des associations de se porter partie civile pour délit d'opinion, pour permettre à SOS Racisme, la LICRA, la LDH et à leurs avocats de se faire plus de pognon. Étendre le pouvoir des juges d'éliminer des hommes politiques en les déclarant inéligibles pour délit d'opinion. Rendre plus facile les gardes à vue et la prison pour délit d'opinion. Étendre les possibilités de censure sur les plateformes et les réseaux sociaux. Gaspiller un peu plus les moyens de la police et de la justice dans la répression des crimes contre la pensée au détriment de la répression des violences physiques. Dans les faits, augmenter les pouvoirs de la police politique et de la justice partisane. Humilier la France ancienne, terre des libertés. Bref, un grand pas de plus vers le goulag. Et pour vous donner un avant-goût de ce régime illibéral, de l'être de caché et d'arbitraire, le cas Xavier Moreau. C'est avec un grand plaisir que je reçois dans ces entretiens quelqu'un que nous connaissons bien et que nous apprécions, l'homme d'affaires français et fondateur de Stratpol. Bonjour Xavier Moreau. Bonjour Louis Drélicourt. Vous avez été placé sur la liste de sanctions de l'Union européenne en décembre 2025. Dans le viseur, il ne faut pas se cacher, c'est Stratpol. Mais qu'est-ce qui effraie tant l'Union européenne dans cette émission hebdomadaire? Je pense que ce qui effraie l'Union européenne, c'est comme en ce qui me concerne moi et ce qui concerne Jacques Beau, c'est notre profil. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des marginaux, nous ne sommes pas des illuminés, nous sommes extrêmement prudents. Quand on se trompe, on le dit. Donc, on a une vraie démarche intellectuelle. Tous les deux, nous avons servi dans nos armées respectives. Lui dans l'armée suisse, moi dans l'armée française. En plus, encore une fois, moi, je ne suis pas marginal. J'ai une femme, 5 enfants. J'ai monté des sociétés. Je suis actif. Mes revenus ne dépendent pas de l'État. De l'État français, donc je suis indépendant. Et je pense que c'est ça qui leur a fait peur, d'autant plus que on est très influent dans les milieux militaires, que ce soit l'armée française ou l'armée suisse. Il faut le dire aussi, on est très écouté en Afrique. Ça c'est évident. Je le vois, j'ai énormément de retours, surtout que depuis que j'ai mon émission sur RT en français, j'ai un grand public africain. Donc en fait, par rapport à d'autres personnes plus illuminées, je dirais caricaturales, nous on représentait exactement ce qu'ils détestent, parce qu'on est beaucoup plus sérieux qu'eux. Et on amène de manière documentée une contradiction. Et surtout, plus le temps passe, plus on s'aperçoit que ce qu'on annonçait en 2022, eh bien, c'est en train de se produire. Et que la victoire russe, tant sur le terrain militaire que sur le terrain économique, est inéluctable. Notamment, je pense que le plus important, à mon avis, même au-delà du point de vue militaire, c'est le point de vue économique. C'est-à-dire qu'on nous avait promis une Russie qui allait s'écrouler. On nous avait promis que finalement, il fallait tenir. On avait promis à l'Ukraine qu'il suffisait de tenir 6 mois et qu'ensuite les Russes seraient dans la rue. Eh bien, tout ça ne s'est pas produit. Et donc, face au mur du réel, il faut punir, il faut sanctionner. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. On va revenir d'ailleurs sur ces sanctions. Quels sont les points de droit sur lesquels s'appuient ces sanctions? Parce que normalement, pour sanctionner, il faut bien qu'il y ait des lois, il faut bien qu'il y ait quelque chose. Non, 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 pas dans l'Union européenne. Non, en fait, c'est un règlement. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est que ce soit dans le domaine du droit à l'intérieur des pays de l'Union européenne et à l'étranger, c'est-à-dire qu'on ne parle plus de droit international, on parle de rules, les règles. Les règles. Qu'est-ce que c'est que ces règles? Par exemple, je vais vous donner un exemple. Une décision du Conseil de sécurité de l'ONU, ça a force de droit. Ça doit être appliqué par le pays concerné. Par exemple, on prend les accords de Minsk. Kiev était tenu d'appliquer les accords de Minsk. Ceux qui avaient voté pour et qui étaient votés à l'unanimité pour les accords de Minsk auraient dû le forcer à appliquer les accords de Minsk. C'est finalement ce que la Russie voulait faire. Le problème, c'est qu'elle était seule à vouloir le faire. Et que les autres, on l'a appris en plus parce qu'ils l'ont avoué, n'ont jamais eu l'intention de l'appliquer. Donc ça, ils ont enfreint le droit international. D'accord? Et de quoi parle par exemple Jean-Noël Barrot, donc mon nouvel attaché de presse qui m'a mis sous sanction. Il parle de règles. Un monde dominé ou dirigé par des règles. Qu'est-ce que c'est? Qui a dit? Qui est d'accord avec ça? Il n'y a pas de règles. Il y a du droit. Ce qu'ils ont fait
au début de l'année 2022, ils ont mis en place une règle pour des milliardaires russes qui sont appelés à tort oligarques. Ça aussi, c'est important de le souligner. Ils n'ont pas de pouvoir, donc le mot arc ne leur convient pas du tout. Ils sont très très riches, des milliardaires, mais aujourd'hui en Russie, ils n'ont aucun pouvoir. Mais dans la tête des dirigeants occidentaux, ils y croyaient toujours que Poutine était l'homme des oligarques ou qu'il était soumis et que donc il suffisait de les punir, y compris ceux qui étaient favorables aux Occidentaux, de les punir pour qu'ils se retournent contre Poutine. J'ai appelé ça le syndrome Paul Ier, puisqu'il est arrivé la même chose pendant les guerres napoléoniennes, c'est-à-dire que le premier empereur auquel Napoléon a eu affaire, Paul Ier, était francophile et napoléonophile. Et le problème, c'est que ça ne plaisait pas aux commerçants de Saint-Pétersbourg, puisque l'essentiel du commerce, c'était la flotte anglaise. Donc il était hors de question d'accepter un blocus continental. Donc, ils ont assassiné le Paul Ier, Alexandre Ier est arrivé, et la suite, on la connaît, ça se finit au Congrès de Vienne. Donc l'idée, c'était ça. L'idée, c'est qu'on va, comme Poutine est dépendant des oligarques, qui sont en fait que des milliardaires, eh bien, on va les mettre sous sanction. Et comme ça, ils vont se rebeller contre Vladimir Poutine et le tour est joué. Et on fait un Maïdan en Russie. Le problème, c'est que ça n'a pas du tout marché parce que, encore une fois, ces gens-là ne lisaient pas, n'écoutaient pas les bons analyses de la Russie. Sinon, on aurait dit ça. On aurait dit, non, écoutez, ces oligarques n'en sont pas et ils n'ont aucun moyen de faire pression sur Poutine. Voilà, c'est clair. C'est plutôt Poutine qui les contrôle et voire qui les méprise. On avait demandé à Poutine au tout début 2022, qu'est-ce que vous dites à ceux qui se sont fait bloquer leur yacht au large de, je sais pas, de Monaco sur la côte d'Azur. Il a dit, bah, s'ils les avaient garés à Sochi, il serait toujours à eux. Voilà. Point. Donc c'est la considération que Vladimir Poutine a pour ces milliardaires. Alors donc par rapport à ça, l'objectif initial a échoué. Donc ce qu'il fallait au moins, c'est que ces oligarques deviennent des vecteurs de l'anti-poutinisme et même de l'anti-russisme radical en Occident. Donc ce qu'on attendait d'eux, c'est qu'ils se mettent à dire que Poutine est un salopard, un dictateur, que l'armée russe était une armée de violeurs et de pillards, qu'elle commettait des crimes de guerre, de dénigrer en permanence, pour essayer de faire basculer l'opinion. Le problème, c'est que la plupart ne l'ont pas fait. Il y en a un qui l'a fait, c'était le fondateur de la banque Tinkoff, donc du nom éponyme, Tinkoff lui-même, qui lui, en fait, s'est débarrassé de ses actifs en Russie et pour préserver ceux ailleurs. Et de temps en temps, il donne une interview où il dit pique-pendre de la Russie, de Vladimir Poutine, etc., etc. Mais pour les autres, ils ont encore des actifs en Russie, puis ils n'ont pas forcément envie de prendre position dans un sens ou dans l'autre. Vous avez, je cite à chaque fois l'exemple de Mikhail Friedman, qui est donc un gros... Lui, il fut oligarque avant Poutine, mais il a compris que les choses ont changé en 2000. Et donc, notamment, c'est le fondateur d'Alpha Bank. Et lui, il est russo-israélien, il vit en Israël, et il était mis sous sanction. Et bien ça les a pas protégés du tout, puisqu'ils ont été mis sous sanction. Donc, ils ont fait appel, parce qu'on pourra en parler, mais le dossier de sanction, ça ne vaut rien. Il a gagné, il a été retiré des sanctions, ils lui ont remis une semaine après. Donc, c'est totalement discrétionnaire. Et donc, parce que le but, encore une fois, c'est pas seulement vous soyez neutre, c'est que vous preniez la parole contre Vladimir Poutine. Et la plupart ne veulent pas le faire. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est que ce procédé, donc c'est ce règlement de l'Union européenne, qui normalement s'applique à des milliardaires de gens qui ne sont pas citoyens de l'Union européenne, en novembre 2024, ils l'ont autorisé à tous ceux qui étaient considérés comme des agents du Kremlin, dirons-nous. Voilà. C'est le règlement de novembre 2024 que personnellement, je n'ai pas vu arriver. Alors que il avait déjà été utilisé, mais contre des gens un peu moins connus. Donc ça a fait moins de vagues, contre les Allemands notamment. Et donc, j'ai découvert ce règlement le 11 décembre 2025, quand un de mes amis m'a appelé. Il était au courant de la chose pour me prévenir en me disant, Xavier, tu vas être mis sous sanction. Je lui dis, mais c'est pas possible, je suis citoyen français, qu'est-ce que c'est que ça? On met pas son propre citoyen sous sanction, ça s'appellerait une dictature. Et c'était en URSS, on partait au goulag sur une décision administrative. Il m'a dit, si, je t'assure. J'ai appelé même quelques amis que je connaissais dans l'Union européenne, au Parlement européen. Ils m'ont dit, mais non, mais Xavier, c'est pas possible, t'es citoyen français, tu vas pas être mis sous sanction. Et j'ai été mis sous sanction. Donc, alors, en plus, c'était très, très intéressant, c'est que quand vous êtes mis sous sanction,
Vous ne savez pas pourquoi. Vous avez juste, votre nom apparaît, c'est à vous de le savoir. C'est pas notifié. C'est à vous de le savoir. Si jamais j'ai pas été prévenu, je l'aurais appris dans les journaux. Et vous avez 2 mois pour déclarer tous vos biens au sein de l'Union européenne, qui vont être immédiatement gelés. Et sinon, c'est tout ce que vous faites pas, c'est contournement de sanctions, 5 ans de prison. Donc, vous avez 2 mois pour déclarer. Et donc, vous savez, pour quelle raison? Donc, vous allez sur le site de l'Union européenne, n'importe qui peut le faire, et on voit donc une liste du 15 décembre 2025 où on retrouve Jacques Beau, moi, plusieurs spécialistes russes comme Fyodor Loukhanov, qui sont des intellectuels qui sont pas loin d'être violents, voilà, qui aiment leur pays, mais c'est pas. Mais bon, au moins, eux, ils sont russes. Mais la grande spécificité, d'ailleurs, qui est la mienne, qui n'est pas celle de Jacques Beau n'est pas citoyen d'un pays de l'Union européenne, c'est que j'étais français. Et c'est marqué donc, que c'est parce que j'ai déclaré, notamment, que l'Ukraine avait organisé elle-même son invasion pour pouvoir entrer dans l'OTAN. Je n'ai jamais dit une ânerie pareille. Et si vous regardez sur l'acte, entre guillemets, le petit carré d'accusation de Jacques Beau, c'est la même chose. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'ils nous ont sorti ça? Moi, ma théorie sur l'opération militaire spéciale, c'est que Zelensky, qui était dans les choux, dans les sondages, qui avait été cité dans les Pandora Papers, est en perte de vitesse et a voulu lancer, poussé en plus par les radicaux en Ukraine et vraisemblablement par Londres et Washington, et que la Russie a pris les devants pour l'en empêcher. Ça, c'est ce que j'ai dit. Et je maintiens cette version. Mais donc la version que Kiev aura organisée soi-même son invasion pour pouvoir rentrer dans l'OTAN, je n'ai jamais dit ça. Et Jacques Beau non plus n'a jamais dit. En fait, ce que j'ai appris, c'est que Jacques Beau a cité un conseiller de Zelensky qui s'appelle Arestovitch, qui a dit ça effectivement en 2021. Mais je ne l'ai jamais dit et Jacques Beau n'a fait que citer un conseiller de Zelensky. Et donc en fait, déjà, la partie de l'accusation qui apparaît, c'est faux, c'est un mensonge. Donc si vous voulez savoir, mais on vous dit, mais c'est pas que ça, il y a un dossier de preuve, ils appellent ça un dossier de preuve, sachant qu'il n'y a pas de parquet au sein de ces instances-là. Donc vous devez le demander, enfin votre avocat doit demander à l'Union européenne, au Conseil européen, envoyez-nous le dossier de preuve. Ils l'ont envoyé avec une lettre à côté qui m'interdit de le publier. Interdit. Sous peine de conséquences graves pour moi et mon avocat. Et pourquoi c'est interdit? Parce que c'est 71 pages de capture d'écran d'articles me concernant, y compris de trucs absolument insignifiants. Par exemple, ils ont scanné un fanzine à Orléans, parce que j'ai eu une conférence à Orléans il y a quelques années, qui disait du mal de moi. Bon, et un fanzine d'extrême gauche. Bon. Et donc ça n'a aucun intérêt. Et puis des copies d'écran sur de LCI, de différents articles, toujours à charge évidemment, sur moi. Certains d'ailleurs qui étaient complètement faux. Par exemple, on a dit que j'avais fui la Russie en 2022 à cause de l'opération militaire spéciale. Bref, donc en fait, c'est 71 pages de ça. Il n'y a rien. Rien, de rien, de rien, de rien. Voilà. Et donc, c'est ça que je suis censé contester à mes frais, puisque comme il n'y a pas de décision de tribunal, comme il n'y a pas de condamnation, en fait, je n'ai pas été condamné. J'ai été condamné sans l'être. Le très malhonnête journaliste de Libération qui a fait un article Check News. Pourquoi est-ce que Xavier Moreau a le droit d'être candidat et élu, etc. Il dit oui, parce qu'il n'y a pas eu de condamnation pour d'inéligibilité. Il n'y a eu aucune condamnation. Si j'avais été condamné à quelque chose, j'aurais perdu quasiment automatiquement si vous êtes condamné, je sais pas, pour braquage de banque, etc., vous ne pouvez pas vous présenter aux élections. Vous comprenez? Mais moi, je n'ai pas été condamné. Et Oui, donc, en fait, oui, c'est une décision arbitraire et qui est totalement. d'autant plus scandaleuse que normalement, en tant que citoyen français, vous êtes protégé par la Constitution française. Vous avez droit à la liberté d'expression, à la liberté de point de vue. C'est là où J'ai le droit à un jugement. J'ai le droit à un jugement. oui. J'ai le droit à une défense. J'ai le droit à la liberté d'expression et j'ai le droit à la propriété. C'est dans la Constitution. Ces 3 droits fondamentaux ont été bafoués. J'ai un petit pied-à-terre à Paris. Je ne peux pas le vendre ou le donner à louer. Ce qui n'était pas mon intention, mais précisément c'est un pied-à-terre, mais il ne m'appartient plus. Ils ont bloqué une réserve d'argent que j'avais, dont j'aurais absolument besoin aujourd'hui parce que ma femme est gravement malade. Je leur demande de me le donner pour que je puisse la soigner. Je n'ai toujours pas de réponse. Donc, on en est là. C'est-à-dire que c'est une dictature qui est passée, qui s'est aggravée. Parce que la première étape, en fait, moi, c'est 2022. Je rentre d'être observateur du référendum dans le Donbass. Et là, bon, mon compte en banque saute.
et mon compte YouTube saute. Ça, c'est la première étape. Et ça a été, je pense, initié par le Covid. C'est-à-dire qu'on va sous-traiter au privé la répression des citoyens. Pendant le Covid, par exemple, bah, c'est le serveur qui vous a interdit de rentrer dans le restaurant si vous n'avez pas le QR code. C'est le patron qui oblige son serveur de contrôler les gens qui n'ont pas le QR code. Parce que sinon, on ferme son restaurant. Donc en fait, c'est vraiment ce que Solzhenitsyn décrivait, je crois que c'est dans l'archipel du Goulag, c'était la haine de tous contre tous, en fait. Et donc l'État se met en retrait, envoie les banques, etc., qui vous punissent, c'est pas lui. Ah non, moi j'ai rien fait. La dernière, Respectez pas voilà, les règles de la communauté. voilà, la dernière nouveauté, c'est les ONG. Aurore Berger veut lancer les ONG contre les citoyens, donc on les connaît, la Ligue des droits de l'homme, Ah bah etc. de toute manière, Bon. je pense que les meilleurs en France, malheureusement, malheureusement, c'est quelque part dans notre tradition politique depuis la Révolution. La répression qui a inspiré euh, et surtout les bolcheviks. Donc en fait, on est un exemple répressif et je crois que d'ailleurs ce que l'Union européenne s'inspire énormément de ce que fait la France. Et ça commence en 1973 par la loi Pleven. L'incitation à la haine. Qu'est-ce que c'est que l'incitation à la haine? Bah, quand Jean-Noël Barrot me traite d'agent déstabilisateur russe, c'est une incitation à de la haine contre moi. Donc en fait, et ça aussi, c'est contre le droit, parce que les termes de la condamnation doivent être précis. On doit savoir précisément pourquoi on est condamné. Donc en fait, tout simplement, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est un processus qui a été mis en place immédiatement après le départ du général de Gaulle, sous Pompidou, et dont la première acte a été la loi Pleven, ensuite la loi Guesso, et ensuite là maintenant, on est dans la répression. Et là maintenant, vous avez en préparation, qui a été présentée devant le Sénat, la loi Nunes-Retailleau, qui met au niveau national ce que j'ai subi au niveau européen. Et pour l'instant, ces attaques, ce sont sur des doubles citoyens. Moi, je suis franco-russe. Donc, en fait, ils sont quand même prudents parce que frapper un Français en France, vous le mettez sous les ponts du jour au lendemain. Les gens n'ont même pas le droit de l'aider. Jacques Beau, vous n'avez pas le droit de lui prêter de l'argent. Si j'étais mis en examen pour trafic, je pourrais utiliser mon argent pour prendre un avocat, pour soigner ma femme. Mes amis pourraient m'aider. Là, moi, je ne peux pas. Si jamais vous m'aidez, 5 ans de prison, contournement de sanctions, etc., etc. Donc, et ça, ce système-là, donc dans la loi Nunes-Retailleau, ils veulent le faire passer au niveau national. C'est-à-dire que s'il y a un accord entre le ministre de l'Intérieur et le ministre des Finances, ils peuvent geler les fonds comment dirais-je, d'une personne physique ou morale. Voilà. Comme ça, du jour au lendemain, vous vous retrouvez sans revenu, sans rien, que vous soyez père de famille ou pas. Donc, en fait, on a pris un virage totalitaire, dictatorial, et je dois dire que malheureusement, comme au moment, comme la Révolution, c'est la France qui montre l'exemple de la répression et la plus sauvage. C'est Et vraiment. oui, oui. Il y a de plus en plus de victimes de ces mesures arbitraires. J'ai déjà tourné quelques numéros à ce sujet. Et d'ailleurs, en ce moment en France, il y a une autre victime, c'est Xenia Federova, ancienne directrice de RT, qui est accusée d'être propagandiste pro-russe. Alors, je voudrais quand même rappeler quelques fondamentaux du journalisme. Dans une démocratie, notamment, l'information est factuelle ou fausse. Donc, une information juste, même si elle est donnée par le Kremlin, reste une information juste. Et on a l'impression que Xenia ou vous, ce que l'on vous reproche le plus, c'est le débunkage. Vous en avez parlé en début d'entretien, c'est le débunkage de la propagande macroniste. D'ailleurs, cette semaine, il y a de nombreux exemples de gros mensonges de la propagande macroniste européenne. Par exemple, les drones sur la Roumanie. Ça, c'est l'exemple type. Oui. En fait, le but, c'est rien de nouveau sous le soleil. Hein, depuis, c'est très bien expliqué dans 1984, même si ça fait un peu tarte à la crème de le citer. C'est que la guerre est un moyen de maintenir les populations sous stress vital, comme dirait Laurent Ouzon. C'est-à-dire que vous pouvez les contrôler parce qu'ils ont peur. Et donc, pour ça, il faut leur inventer un ennemi. Donc, dans 1984, c'est Estasia, Eurasia, Océania, etc. Chez nous, c'est la Russie, l'Iran, alternativement. Donc, le but, c'est de maintenir les populations européennes sous pression, sous stress vital, parce que bah, l'Union européenne est un échec complet
de tous les points de vue. Et donc, le fait d'attaquer les figures, on va dire, de la pensée alternative, ça contribue. On désigne l'ennemi public. Ça aussi, c'est dans 1984. Toutes les recettes, elles sont, euh, elles sont, euh, elles sont connues. Et donc là, c'est Ksenia Fedorovna. Là aussi, c'est aussi très intéressant parce que bon, c'est la fondatrice de RT en français. RT France à l'époque, devenu RT en français, pour lequel je tourne une émission une fois par semaine. Or, est-ce que les Français ou les francophones sont suffisamment stupides pour ne pas comprendre que Russia Today, Russia, ça veut dire Russie, et que today, a priori, ça veut dire aujourd'hui. Je pense que même le plus mauvais étudiant à l'école, même Macron avec son anglais épouvantable, il sait ce que ça veut dire today for sure. Voilà. Donc, la question, c'est ça, c'est que, et donc il fallait que, donc, on rajoute sous RT, c'est un organe d'État, mais ça va, les Français, le monde entier francophone comprend que France 24, ça veut dire France. Donc, a priori, c'est un organe de communication du ministère des Affaires étrangères français qui va défendre la politique étrangère du ministère des Affaires étrangères français. Ça ne choque personne. Moi, ça ne me choque pas. Ce que j'espère, c'est qu'un jour, le gouvernement changera en France et qu'on aura une autre politique étrangère. Et France 24 fera la communication sur la politique étrangère française. RT, c'est ça. RT donne le point de vue de russe de manière très nuancée, très modérée, du point de vue russe et de la diplomatie russe sur les questions internationales. Et je pense que les Français étaient suffisamment intelligents pour comprendre que Russia Today, c'était un média russe. Hein, oui. Le problème, c'est que même ça ne leur va pas. Alors en même temps, c'est peut-être un bon signe, c'est-à-dire qu'ils se disent que les citoyens français sont suffisamment intelligents pour faire la part des choses entre ce que disent les Russes et ce que disent les médias français, qu'ils veulent pas ça. Ils veulent pas du tout un discours alternatif. Absolument pas. Ni par un organe de presse d'État, qui est ouvertement d'État, Russia Today, c'est l'État russe, ça n'a jamais été un secret, ni par des gens comme vous et moi qui, sur Internet, parce que les nouvelles technologies nous permettent de toucher beaucoup plus de monde qu'avant, voilà, ça pour eux c'est inadmissible. La voie unique vient, et de toute manière, encore une fois, malheureusement, la tradition française républicaine, le fondement, c'est Saint-Just. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Robespierre, la terreur sans laquelle la vertu est impuissante. D'accord ? Il faut bien se rendre compte que le totalitarisme, il est, à partir de 1700, essentiellement un terreur. Pour moi, dans mon livre noir de la gauche française, je vois que vous avez de bonnes lectures, il est derrière vous. L'acte fondateur de la gauche, c'est la terreur. Donc, c'est-à-dire, en gros, les historiens, officiellement, le comité de salut public, c'est avril 1793, mais en fait, les massacres de septembre sont le premier acte de la terreur. Septembre 1792. Ça, c'est l'acte fondateur. Et finalement, c'est quelque chose qui a profondément marqué la vie politique française, notamment la gauche française, qui considère qu'elle est élue, qu'elle a un droit et un devoir. C'est ce que dit Jules Ferry quand il lance la colonisation, parce qu'ils n'ont pas vu la lumière de la République française. Donc malheureusement, cette déviance intellectuelle, ce fanatisme, s'est prolongé jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est que finalement, les méthodes terroristes au sens étymologique français du terme, c'est pour ça que moi, j'utilise pas le terme bolchevique ou fasciste, etc. Nous, en fait, le totalitarisme, dont malheureusement la Révolution française est largement à l'origine, qui a inspiré la plupart des totalitarismes qu'on a vus depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours, eh bien, ça a profondément marqué notre classe politique. Et en plus, on ment là-dessus. Ça me fait toujours rigoler. Il y avait encore un article dans le Figaro il y a pas longtemps qui disait oui, les Russes continuent à célébrer Staline, ils reviennent ils n'ont pas vraiment condamné les crimes du bolchevisme. Donc déjà, ça c'est faux. Staline est célébré en tant que vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, il y a, en plein centre de Moscou, il y a un immense monument pour les persécutés de l'époque bolchevique. Donc la Russie a fait le point là-dessus. Elle a, je dirais, trouvé une voie médiane, célébrer ce qui est grandiose, la conquête spatiale, les nations, la Grande Guerre patriotique, évidemment. Et finalement, d'ailleurs, Poutine le premier s'en prend aux bolcheviks. Hein. Il compare les libérales, en français on traduirait ça par les gauchistes russes, il les compare aux bolcheviks en disant, tandis que en 1917, tandis que nos soldats et nos officiers se battaient sur le front,
les bolcheviks, comme les libérales aujourd'hui, poignardent le pays dans le dos. Donc la Russie, elle a fait le point sur son histoire. Nous, pas. Nous, on l'a pas fait. Ce dont je viens de parler, donc de la terreur, 17 000 condamnations à mort. 17 000 condamnations à mort sous la terreur. On n'a jamais vu ça dans toute notre histoire. C'est l'heure le plus sombre de notre histoire. Et Ouais, ça, oui, oui, et la ça, en fait, Révolution française. c'est nier, c'est même pas, c'est invisibiliser, comme on dit maintenant, vis-à-vis de la population française. Oui, parce que Alors que ça conditionne profondément, Retailleau, qui est censé être un mec de droite, un Vendéen, c'est lui qui propose une loi qui est typique de la tyrannie. C'est-à-dire à quel point ça a pénétré le totalitarisme, a pénétré la mentalité, le cerveau profond de la quasi-totalité de la classe politique française. oui. D'ailleurs, il y a peut-être un autre élément qu'il faut évoquer, c'est que lorsqu'on défend la guerre, on défend également des budgets pour la guerre. Il faut justifier tous ces milliards qui sont envoyés sur le front de l'Est. Il y a aussi cette fonction de la propagande Tout à fait. macroniste. Tout à fait, parce qu'en plus le problème c'est que c'est un cercle vicieux. Ils ont menti aux Français pour justifier l'entrée en guerre de la France, enfin la co-belligérance de la France, soyons plus précis. Donc ils ont menti aux Français et ils sont en train de perdre la guerre. Donc il faut encore mentir aux Français pour mettre plus d'argent. Donc il faut encore leur mentir encore plus. C'est le cercle vicieux, c'est-à-dire que plus ils vont perdre la guerre, plus l'Ukraine va perdre la guerre. Elle est en train de la perdre pour de bon. Plus il va falloir l'aider et plus il va falloir mentir aux Français et mettre une pression radicale pour que faire gober aux Français dont le système de santé s'écroule, le système éducatif s'écroule, notre armée s'écroule. La Eh bien, justice. il faut quand même se priver, la justice s'écroule. Eh bien, il faut quand même se priver pour aller financer une guerre, pour soutenir un pays qui n'est pas notre allié, qui même historiquement, pour le peu de temps qu'il a existé, ou des tentatives de le faire exister, était notre ennemi. Dans cette période de coup d'État, de partir de 1917 jusqu'à 1920, les Ukrainiens cherchaient le soutien des Allemands. Donc, à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, ils n'ont jamais été nos alliés, jamais. Donc, pourquoi est-ce qu'on y va? Ça, faut le justifier. Donc évidemment, comme d'habitude, c'est la machine, les massacres des Russes de masse, etc., les trucs qu'on a entendus au moment de la guerre de Yougoslavie. Voilà, c'est la bonne vieille machine à propagande qui se met en marche. Vous avez remporté, parce que on va un peu parler des choses plus agréables que la propagande macroniste, on l'a subi au jour le jour. Vous avez remporté une très jolie victoire dernièrement, un beau pied de nez à Jean-Noël Barrot. Qu'est-ce qui s'est Oui, passé donc à Moscou? bah, c'est le problème. C'est-à-dire que comme on le disait au début de cette émission, je n'ai pas été condamné par un tribunal, mais par le fait du prince, le prince Jean-Noël Barrot. Eh bien, en fait, je n'ai pas perdu mes droits civiques. Donc, je peux me présenter. Si j'avais 1 million d'euros, je me présenterais à l'élection présidentielle l'année prochaine. Personne ne peut m'en empêcher. Et donc, j'ai toujours voulu revenir en politique en France. C'était un peu, même quand je suis arrivé, mes amis s'en souviennent, ceux qui sont encore là, il y a 26 ans, j'étais venu, je dirais pas pour lever une armée, pour venir libérer la France, mais faire fortune, fonder une famille, et puis comme ça, tout le monde est à l'abri ici, et je peux revenir, et on peut pas faire pression sur moi. Puisque les moyens qu'ils utilisent, c'est souvent la famille. Je suis pas du tout un fan de Marine Le Pen, mais quand elle racontait ce qu'elle avait subi en tant que fille de Jean-Marie Le Pen, c'était quand même assez émouvant. Il y a eu comme un attentat dans leur appartement, etc., etc. Donc, je connais encore une fois La République. Hein, j'ai écrit un bouquin là-dessus sur la gauche française. Donc, je sais de quoi ils sont capables. Donc, je m'étais dit, je ferai fortune, je montrerai à ma famille. C'était toujours une idée. Voilà. Et j'avais l'ambition d'y revenir, je pense, en France. Je voulais attendre l'élection présidentielle et surtout l'échec qui va suivre l'élection présidentielle. C'est-à-dire que je pense que ce qui sortira en 2027 ne tiendra pas. Il n'y aura pas de parlement. Le pays va être encore plus divisé. Et donc, c'est là il faudra, je pensais, des forces nouvelles pour essayer de redresser notre chère nation, notre pauvre France. Bon, donc ça, c'était le plan. Mais comme disent les Russes, si tu veux faire rire Dieu, parle-lui de tes plans. La Providence en a décidé autrement. Et donc, Jean-Noël Barrot m'a mis sous sanction.
Et donc, j'ai accusé le coup. Il a fallu que ça a été dur, hein. J'ai gardé le sourire devant la caméra, mais je peux vous assurer que les 4 premières semaines, je devais partir voir mes parents avec mon fils, etc. Tout était annulé. Ma famille était, voilà. Mais bon, on a survécu. Et en janvier, je reçois un email de l'ambassade, du consulat, en disant que je suis renouvelé sur les listes avec mes enfants, etc., les listes consulaires, et que donc je suis toujours inscrit sur les listes électorales à Moscou. J'ai dit, tiens, mais au fait, c'est quand les élections consulaires? Et il se trouve que les élections consulaires, donc qui correspondent aux élections municipales en France, avaient lieu le 25 mai. Et là, je commence à me dire, mais donc j'appelle un de mes amis, Alexis Tarat, était élu avec moi. Je lui dis, mais et si j'allais me présenter? Il me dit, j'allais te le proposer. Et pareil, un autre de mes amis, qui lui avait été élu quelques années auparavant, me dit, pourquoi tu ne te présentes pas? Et donc, en fait, l'idée a germé et je me suis présenté. On a fait une belle campagne. Alors, contre nous, on avait une liste RN. D'ailleurs, j'ai chassé le RN de Russie, je dois le dire, j'en suis plutôt fier. On avait une liste RN et une liste d'un ancien LR, mais qui maintenant faisait local, qui avait un très bon bilan local. Donc, lui, il était quasiment certain d'être élu. Et donc, il y avait 3 places pour 3 listes. Donc, tout le monde s'imaginait, moi le premier, qu'il y aurait un élu, enfin, c'est ce qu'on espérait, un élu par liste. Et en fait, ma liste a cartonné, notamment parce qu'on a fait une très belle campagne. Je suis le seul candidat à être allé à la fois en Biélorussie, à Saint-Pétersbourg. Je suis pas allé à Yekaterinbourg, parce que j'ai pas eu le temps. Mais voilà, donc je suis allé chercher les voix là où elles étaient, une par une. Et puis, j'avais un peu peur d'avoir le syndrome Asselineau, hein. C'est ce que François Asselineau est très suivi sur Internet. Les gens, moi j'étais avec lui une fois prendre un café dans la rue, les gens s'arrêtent, leur merci, de toute couleur, de toute confession, de toute. Mais à chaque fois, il leur demande, mais vous avez voté pour moi? Ah bah non, on a voté Marine Le Pen. La plupart du temps, c'est Marine Le Pen. Ou Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Donc, en fait, j'avais peur que ma popularité sur les réseaux ne se transforme pas en électorat. Et finalement, ça n'a pas eu lieu. On a fait mieux que prévu, ce qui fait qu'on a 2 élus. 2 élus. Donc, je suis non seulement conseiller consulaire, mais président du conseil consulaire. Voilà, je suis espèce de maire de Russie, des Français de Russie, Biélorussie. Imaginez une circonscription de 3000 habitants qui s'étendent sur 11 fuseaux horaires. Voilà, c'est moi le maire. Mais il faudrait peut-être pas s'arrêter là. Il y a peut-être Non, non, je vais pas d'autres m'arrêter là. projets. Je vais pas m'arrêter là. On est en train j'ai une petite équipe maintenant qui est autour de moi et il y aura des annonces intéressantes qui vont être faites, je pense, à la fin de cette semaine. Voilà. Mais non, non, c'est hors de question que je m'arrête. D'ailleurs, je l'ai dit, c'est pas. Pour moi, c'était le test en fait. C'était l'élection la plus difficile. Parce que si jamais je la perdais, bon bah c'était terminé. C'est-à-dire que j'ai pas réussi, comme j'ai dit, à transformer ma popularité en un vote actif dans une circonscription où je suis quand même très populaire. Donc c'était un peu, j'étais assez fébrile. Et finalement, le résultat est au-delà de mes espérances. Et ça ouvre des tas de possibilités. Et puis je pense en plus que la France va traverser des moments extrêmement difficiles. Je pense que aucun des grands partis n'est à la hauteur. Donc ça va favoriser l'apparition de forces alternatives. Et je pense que, et surtout je pense vraiment, je crois à la vérité. C'est un peu bateau ce que je dis, mais je pense que Goebbels avait tort. Un mensonge répété 1000 fois n'a pas la force de la vérité. Et ça, je m'en suis aperçu. La vérité, elle est automotrice. Il suffit de la dire une fois. Les gens sentent, ils voient que vous ne mentez pas. Ils voient votre sincérité. Et si vous avez en plus à côté de ça un raisonnement logique, et Dieu sait que la langue française s'y prête, eh bien on vous écoute et on vous suit. Et avec les nouvelles technologies, il y a les moyens de faire passer de grands messages. Ça, plus le réveil qui va être nécessaire parce que le pays est en train de s'enfoncer. Je pense que tous les citoyens français doivent être actifs. Il faut reprendre confiance dans le vote. Alors, je suis d'accord qu'au niveau national, c'est pas très réjouissant, mais on le voit au niveau local. Moi, j'avais dit avant les élections municipales, j'avais donné une consigne de vote, j'ai dit, c'est exactement ce qu'avait dit Laurent Ozon. Votez celui que vous connaissez, qui tout d'un coup n'est pas parachuté pour le type de la région du coin, voilà, qui n'est pas parachuté pour avoir un poste et pouvoir s'engraisser aux frais du contribuable. Donc, le vote de proximité, la localisation, c'est quelque chose d'important. Et pour l'instant, on peut travailler là-dessus. Et puis, on va voir des forces nouvelles émerger. Et j'y crois et j'espère en faire partie.
Bah, c'est dans cette chaîne patriote, nous nous battons pour proposer également une alternative Frexit et surtout l'union de tous les patriotes. Que chacun rejoigne le mouvement et qu'il n'y ait pas des querelles de chapelle qui ont empêché notre message de toucher le plus grand nombre. Voilà. Merci beaucoup, Xavier Moreau, pour cette Merci, interview. Louis Drélincourt.